Merci de nous rejoindre sur Speedline TV pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Parti Les Démocrates est monté au créneau pour défendre sa participation à la présidentielle. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi à le siège, le débat s'est principalement concentré sur le retrait du parrainage de Soghinou. Les 23 et 24 octobre prochains, Cotonou sera l'hôte de l'Assemblée générale de la Confédération ouest-africaine des boulangers et pâtissiers. L'événement réunira des représentants de 18 pays africains. Le comité d'organisation a présenté les grandes articulations de cette rencontre. Plus de précisions dans un instant. Au cœur de l'actualité internationale du treillis au palais, Michael Randrianirina a été investi président de Madagascar ce vendredi. En pleine fièvre préélectorale, le Parti Les Démocrates a tenu une conférence de presse ce jeudi face à un climat de suspicion et à l'approche de la publication des listes provisoires par la Sénat. Le parti d'opposition a fermement dénoncé des manœuvres de déstabilisation pointant du doigt le député Ishaou Soghinou. Malgré cette tentative de saboter le processus, le parti a réaffirmé que son ticket pour la présidentielle d'avril 2026 est maintenu. Suivant. L'entrée en scène, voire l'irruption intempestive à la veille de la clôture des candidatures à la présidentielle du député Soghinou est véritablement suspecte. L'honorable Soghinou est également devenu le porte-parole de la rupture. Visiblement, son cheval de Troie pour réaliser les desseins funestes du pouvoir, à savoir remettre en cause le leadership du président Boni Yayi, faire du Parti Les Démocrates un FCBE bis à la dévotion de la rupture, mettre à sa tête une personnalité capable d'obéir au doigt et à l'œil du pouvoir de la rupture. Ce projet a échoué au congrès de Parakou. Le député Soghinou parle de régionalisme au sein de notre parti. Si c'était le cas, comment existerait la réalité objective qui est du nord au sud, de l'est à l'ouest? Le Yaïmania du peuple, expression vivante de son amour pour le président Boni Yayi, qui incarne à ses yeux l'unité et la cohésion nationale. En vérité, le sieur Soghinou est devenu l'instrument du pouvoir pour mettre un frein à la marche victorieuse du Parti Les Démocrates vers un raz de marée aux élections générales de 2026 et singulièrement à la présidentielle d'avril 2026. Le modus operandi, concocté de concert avec le pouvoir et la confiscation du parrainage par le canal du tribunal de première instance de Cotonou, dont nous récusons la compétence et le verdict. Nous terminerons nos propos par cette adresse solennelle au peuple béninois et à la communauté internationale. La Conférence nationale des forces vives de 1990 a consacré la dévotion du pouvoir par les unes et notre parti y a adhéré. Ce principe sacro-saint de la démocratie se fonde sur le pluralisme politique, la possibilité de tout citoyen jouissant de ses droits civiques et politiques, ainsi que tout parti politique constitutionnellement reconnu de prendre part à la compétition électorale. Aujourd'hui, nous sommes à des années-lumière de ce principe qui a cédé place, malheureusement, à l'exclusion. Peuple béninois, comment dans ces conditions faire respecter ta souveraineté dans le choix de tes dirigeants? À cet égard, il a tout mis en œuvre pour exclure le Parti Les Démocrates. La souveraineté appartient au peuple. Il lui reste désormais de savoir comment l'exprimer. Au regard de la description faite de la situation, le Parti Les Démocrates
récuse le verdict du tribunal de première instance de Cotonou, refuse de reconnaître la compétence d'un juge ordinaire de connaître de l'affaire selon notre Constitution et maintient sa position sur l'ensemble de ces 28 parrainages. Le Parti des démocrates condamne l'instrumentalisation du sieur Michel Sodjinou dans le seul but de briser le rêve de tout un peuple, à savoir faire participer le duo des candidats du Parti des démocrates à l'élection présidentielle de 2026 et la gagner justement. Le Parti des démocrates rappelle à ses militants et militantes que son duo de candidats sera bel et bien à l'élection présidentielle d'avril 2026. Le Parti Les démocrates exhorte ses militants et militantes et tout le peuple béninois à la sérénité, à la détermination pour une victoire éclatante en 2026. Je vous l'annonçais en titre, Cotonou s'apprête à accueillir du 23 au 24 octobre l'Assemblée générale de la Confédération ouest-africaine des boulangers et pâtissiers. 18 pays africains y prendront part pour discuter des enjeux et des opportunités de développement de l'industrie boulangère. Le comité d'organisation a levé le voile sur les grandes lignes de l'événement. Le reportage. L'industrie boulangère et pâtissière africaine s'apprête à vivre un tournant décisif de sa vie. Cotonou, la capitale économique du Bénin, se prépare à accueillir un événement d'envergure continentale. Les 23 et 24 octobre 2025, le Bénin sera le théâtre de l'Assemblée générale de la Confédération ouest-africaine des boulangers. Un rendez-vous majeur qui réunira 18 pays africains, tout dans la modernisation du secteur. Ce creuset va nous permettre d'avoir une plateforme unifiée de dialogue et de coopération professionnelle. Nous aurons à donner au Bénin une place de choix au plan africain. Nous aurons à placer le Bénin comme le carrefour du pain et de la pâtisserie. Je dois signaler également que depuis 2022, où nous avons créé la Confédération ouest-africaine des boulangers, beaucoup de choses ont bougé. Les choses ont bougé. Vous devez constater que déjà au niveau du Bénin, il y aura les réformes dans le secteur de la boulangerie, ce qui est inédit. Et pour ça, au passage, nous devons remercier, saluer le gouvernement du président Patrice Talon. Face aux professionnels des médias, ce vendredi à la CCI Bénin, les membres du comité d'organisation ont dévoilé les grandes lignes de cette rencontre continentale. Au programme, la qualité des produits, la sécurité alimentaire, la formation des artisans. Nous aurons beaucoup plus à parler de la formation par rapport aux préparations. Ça, c'est un. Après la formation, nous allons commencer petitement à introduire les produits locaux, les matières premières de notre pays, c'est-à-dire un peu le manioc, le sorgho, le mil, dans certaines boulangeries, déjà de la place. Ceux qui ont commencé, c'est les autres. Par exemple, au Sénégal, il est allé au Sénégal, on est allé au Sénégal aussi. On a vu un certain pourcentage de mil et de sorgho dans du pain qui passe vraiment en termes de qualité, qui dépasse le truc à 100% blé. Et quand on a eu la crise russo-ukrainienne par rapport à la difficulté à avoir le blé, et avec la cherté du blé, le pain étant un élément social qui entretient quand même la vie au quotidien, et lorsque les coûts de ces produits sont renchéris, vous savez ce que ça donne dans un pays pour la consommation. Donc, lorsqu'on saura bien manipuler ces produits locaux que nous avons à notre portée, dans la fabrication du pain, d'abord, il y a la sécurité alimentaire qui est sauvegardée, il y a aussi le coût
exorbitant qui sera réduit pour que ça soit assez acceptable et que les gens puissent avoir la possibilité d'avoir du pain au quotidien. Donc c'est des éléments, quand nous partons de la vision de tout gouvernant qui est la sécurité alimentaire, nous avons ce que nous introduisons qui arrange les paysans parce qu'ils vont vendre le manioc qui sera introduit, ils vont vendre le mil et tout ça là. Le Bénin entend jouer les premiers rôles dans le processus de développement et de modernisation dans l'industrie boulangère en Afrique. En préparation des élections générales de 2026, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a scellé ce mercredi des conventions de partenariat avec cet organe de presse majeur. Il s'agit là d'une étape clé pour promouvoir la transparence et l'équité dans le traitement de l'information, d'autant plus que le pays s'apprête à entrer dans une période électorale intense. Le reportage. 7 organes de presse ont renouvelé ce mercredi 15 octobre leur convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre l'institution et les acteurs du paysage audiovisuel à l'approche des élections générales de 2026. Dans son intervention, le président de la RAC a salué l'engagement et la résilience des promoteurs des médias, soulignant que cette initiative vise à promouvoir la transparence, l'équité et le respect de la déontologie journalistique dans le traitement de l'information. Je voudrais donc vous féliciter, mesdames et messieurs les promoteurs, pour avoir respecté la loi. Même si c'est un devoir, on ne réussit pas toujours à faire tous ces devoirs. Vous vous êtes battus, vous vous êtes sacrifiés pour faire ce devoir, pour être à jour. Au nom des médias signataires, Agapit Napoléon Maforican a exprimé la satisfaction des bénéficiaires et réaffirmé leur volonté de poursuivre leur activité dans le respect des textes régissant le secteur audiovisuel. Moi, l'ancien régulateur, j'ai toujours peur quand ça vient de la RAC. Pas parce qu'on a envie de violer ou bien parce que nous sommes des récalcitrants. C'est vrai que c'est contraignant. C'est très contraignant. On ne va pas dire d'assouplir. Mais je voudrais invoquer l'indulgence et surtout le contact permanent. Le contact permanent, des rencontres groupées peut-être, où on échange à bâton rompu. Pourquoi pas des modèles du type cocktail, trimestriel ou semestriel, où chaque pays, mais là, on invite officiellement, avec un certain nombre de cadres plus convivial d'échanges pour que nous puissions bâtir le nouvel ordre de l'audiovisuel ensemble. Et que les radios privées aussi trouvent leur place sur la TNT, pourquoi pas. Tout ça, c'est des investissements. Mais à force d'échanges, on pourrait trouver les solutions. À l'issue de la cérémonie de signature de convention, le président Loko a salué le mérite des promoteurs des chaînes de télévision qui continuent d'animer la télévision numérique terrestre. Vous avez du mérite de continuer à animer notre TNT. L'État a mis plus de 30 milliards. Au-delà du problème des décodeurs qui ne sont pas disponibles. Et quand bien même nous avons travaillé ici à la RAC pour que ce soit disponible, il y a des lenteurs administratives au ministère qui bloquent ça. Mais l'État ne peut pas avoir mis tant de milliards pour que nous ayons aujourd'hui ce que nous avons comme TNT. Il y en a qui sont là-dessus, l'État a dépensé des milliards pour aller chercher le signal. Le signal n'existe même plus. Ou bien c'est de la musique à tout le temps. Ils n'ont pas de programme. Ce n'est pas peut-être leur faute, mais c'est un sabotage conscient ou inconscient de la TNT. C'est pour souligner encore votre mérite. Vous qui, malgré tout ce que vous dépensez, continuez surtout d'animer, d'avoir un programme sur la TNT. Nous ne laisserons pas en déperdition cet investissement massif de notre État. C'est pour ça que nous allons faire le ménage sur la TNT très bientôt. Les promoteurs ont salué la démarche de la RAC, perçue comme un signe de confiance et de consolidation de la coopération institutionnelle. En interactualité, en tournée dans les régions de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, ancienne première dame de la Côte d'Ivoire et présidente du mouvement des générations capables, appelle ses partisans à une mobilisation massive pour l'alternance démocratique dans le pays.
Avec une élection prévue le 25 octobre, le pays entre dans une phase décisive. Suivant. La campagne électorale bat son plein en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo, ancienne première dame, était à Guibérois, dans le centre-ouest du pays, pour mobiliser ses partisans. La candidate du MGC, Mouvement des Générations Capables, soutenue par le COGEP de Charles Blé Goudé, affiche sa détermination à quelques jours d'un scrutin très attendu. Et je souhaite que nous allions aux élections. Parce que je pense, comme Blé Goudé lui-même l'a dit tout à l'heure, je pense qu'à ces élections-là, on peut gagner. Simone Gbagbo est l'une des deux femmes candidates à cette présidentielle avec Henriette Lagou. Elles affrontent aux trois hommes, Alassane Ouattara, le président sortant, Jean-Louis Billon et Awa Dombello. Je pense que cette idée-là choque beaucoup moins que ça l'aurait été il y a peut-être 20 ans, il y a 30 ans. Les Ivoiriennes, là, elles sont maintenant reconnues, elles sont dans tous les secteurs, à tous les niveaux de responsabilité. Et donc, la confiance en la femme, elle a été bien tissée. Mais cette élection se déroule dans un climat tendu. Alors que les 5 candidats en lice poursuivent leur campagne, les candidats récalés réunis sous la bannière du Front commun appellent à manifester. Bilan, au moins 700 arrestations. Faire des actions violentes, brutales, etc. Je ne crois pas que ce soit vraiment payant, ça. Moi, je voudrais les appeler à abandonner cette voie-là et à choisir la voie du vote. Simone Gbagbo mise sur le soutien de Charles Blé Goudé, mais pour espérer inquiéter le RHDP au pouvoir depuis 15 ans, il lui faudra encore convaincre des milliers d'électeurs absents des urnes depuis 2010. La situation politique se tend au Cameroun à la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre entachée de soupçons de fraude. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais affirme qu'un de ses bureaux a été incendié dans un climat de vive tension. Ces incidents interviennent après que le candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, s'est proclamé vainqueur du scrutin et a invité le président sortant, Paul Biya, à reconnaître sa défaite. Le reportage. La tension monte au Cameroun plus d'une semaine après l'élection présidentielle du 12 octobre. Le RDPC, le parti au pouvoir, affirme qu'un de ses bureaux situé à Deschamps, dans l'ouest du pays, a été incendié mercredi soir. Des vidéos du bâtiment en flammes ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Ces violences font suite aux accusations de fraude électorale lancées par le candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, qui revendique la victoire et demande au président Paul Biya de concéder sa défaite. Âgé de 92 ans, Paul Biya est le plus vieux président en exercice au monde. Il dirige le Cameroun depuis 1982. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs autres villes, notamment à Douala. Les protestataires ont érigé des barricades. Les forces de l'ordre ont riposté avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Une vingtaine d'arrestations ont eu lieu. Aucun blessé n'a été signalé. La proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle est prévue le 26 octobre prochain. Une période sous haute tension pour ce pays d'Afrique centrale de près de 30 millions d'habitants, où les institutions sont désormais mises à l'épreuve. Un nouveau chapitre s'ouvre à Madagascar. Le colonel Michael Randrianirina a été officiellement investi président de la République ce vendredi, quelques jours après la prise de pouvoir par les militaires et la chute de l'ex-président Andry Rajoelina en fuite à l'étranger après 3 semaines de manifestations. Il promet de diriger le pays dans un esprit d'unité et de refondation. Le reportage. Le colonel Michael Randrianirina a été investi président de Madagascar ce vendredi 17 octobre, après la chute de l'ex-chef de l'État Andry Rajoelina, renversé à la suite de 3 semaines de manifestations menées par la jeunesse, notamment le mouvement Gen Z. Commandant de l'unité Capsat, une faction de l'armée s'étant jointe aux manifestants, Randrianirina a prêté serment lors d'une cérémonie solennelle à la haute cour constitutionnelle d'Antananarivo.
Devant des officiers, des représentants politiques et des délégations étrangères, dont celles des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et de la France, il a affirmé sa volonté de travailler main dans la main avec toutes les forces vives de la nation pour rédiger une nouvelle constitution et réformer les textes électoraux. En rupture avec le régime précédent, il a annoncé la dissolution de toutes les institutions, à l'exception de l'Assemblée nationale qui avait destitué Rajoelina. Un comité militaire exercera le pouvoir aux côtés d'un gouvernement de transition pour une période de 2 ans en vue de l'organisation d'élections et de référendums. Des frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait un mort et 6 blessés. L'armée israélienne affirme avoir ciblé le groupe terroriste chiite libanais du Hezbollah et ses alliés, tandis que le président libanais Joseph déplore des frappes contre des installations civiles. C'est après moi. L'armée israélienne a mené jeudi des frappes aériennes dans le sud du Liban, ciblant une cimenterie et un site voisin, accusés d'être liés au Hezbollah. Selon un communiqué militaire, Israël affirme que le Hezbollah utilise la société de ciment internationale Majabel et le groupe environnemental Green Without Borders pour reconstruire des infrastructures et des installations. Nous avons été touchés par une quinzaine de frappes aériennes. Certaines visaient directement les réservoirs d'asphalte liquide. Un missile a frappé directement le réservoir, provoquant un éclair lumineux, ainsi que la libération de fioul, de diesel, d'huile thermique. Tous ces matériaux sont hautement inflammables et très résistants. La force de l'explosion et l'intensité des frappes ont déclenché un incendie massif. Au Liban, le ministère de la Santé fait état de 6 blessés, notamment à Banafoul et Ansar. Selon l'agence nationale de presse, les explosions visibles et audibles à distance ont provoqué la panique et renforcé la tension dans la région. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.